Merci de rester fidèle à l'ORTM. Il est 13h à Kangaba, dans la région de Koulikoro, même heure à Tibisa, dans la région de San. Le journal Isaac Djilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Une application mobile destinée à la population malienne existe désormais. Elle permet de mettre à sa disposition un certain nombre d'informations et de rester connecté en temps réel avec les services de secours. Cette nouvelle plateforme est de la Direction générale de la protection civile. Le Mali à l'image du monde célèbre donc le 31 janvier pour un meilleur passage de l'an 2023, du moins à l'an 2023. Plus de 15 000 éléments de forces de défense et de sécurité sont déployés pour la sécurisation des personnes et de leurs biens, et pour le réveillon et surtout l'étendue du territoire national. Le pape Benoît XVI n'est plus, il s'est éteint donc aujourd'hui au Vatican. Nous parlerons donc de ce pape émérite dans un dossier signé Sidou Fomba. Enfin, le journal, on parle de sport, une actualité qui s'est développée par Famour Djourté. Et nous parlons surtout de la Super Coupe du Mali de handball et bien entendu de l'élection du maître Jean-Claude Sidibé à la tête de la Fédération malienne de basketball. Voilà pour les titres. Je le disais, SOS Sécurité est une application mobile destinée à la population malienne. Elle permet de mettre à sa disposition un certain nombre d'informations et de rester connecté en temps réel avec les services de secours. Cette nouvelle plateforme de la Direction générale de la protection civile géolocalise aussi le demandeur de secours. Cette application a été conçue par des ingénieurs maliens. Elle est financée par la Banque mondiale à travers le projet de renforcement de la résilience climatique Hydronet Mali à hauteur de 150 millions de francs CFA. Pour se rapprocher davantage de la population, la Direction générale de la protection civile élargit son réseau de secours, d'assistance et d'alerte précoce. Elle a ainsi lancé SOS Sécurité, une application qui met à la disposition de la population plus d'informations et de géolocaliser le lieu du sinistre. L'outil est téléchargeable sur Google Play et Play Store avec les téléphones de type iPhone et Android. Colonel Cheikh Fantamadi Kone, coordinateur du projet de renforcement de la résilience climatique Hydromet Mali. Cette application qui a été élaborée, tenez-vous bien, par des jeunes ingénieurs maliens en numérique, a coûté environ 150 millions de francs CFA, tous frais confondus, et avec à la source la formation de près de 400 personnels de la protection civile à travers le pays pour la mise en œuvre de cet outil si important. Au dire du sous-directeur des secours et d'assistance à la Direction générale de la protection civile, la plateforme SOS Sécurité permet de minimiser les sorties vaines, car selon le colonel Bakary Daou, chaque année, sa structure enregistre environ 1000 sorties sans intervention à cause des fausses alertes. Colonel Cheikh Fandamadi Kone, coordinateur du projet de renforcement de la résilience climatique Hydromet Mali. Ce cadeau, qui sera sans doute un joyau, sera mis à la disposition des techniciens de la protection civile, mais contribuera également à alimenter le secteur de la météorologie, le secteur de l'hydrologie, le secteur de la santé, de l'agriculture et de la sécurité publique en général. Pour les responsables de Hydromet Mali, SOS Sécurité concerne tous les services techniques étatiques évoluant dans la protection des personnes et des biens, mais son abus par la population revient à mettre en nu l'effort du gouvernement dans sa politique de se rapprocher des citoyens, disent-ils. Parlons toujours de sécurité, cette fois-ci en relation avec le réveillon. Plus de 15 000 éléments de forces de défense et de sécurité sont déployés pour la sécurisation des personnes et de leurs biens, et bien pour le réveillon sur toute l'étendue du territoire national. Le maillage sécuritaire est renforcé à la police, à la gendarmerie nationale et à la garde nationale, et bien la protection civile avec moyens conséquents. Cet important dispositif ne peut être pleinement efficace sans la collaboration de la population qui doit être prudente et alerte. Bemba Sibi nous en parle dans ce reportage. Pour le réveillon, les forces de défense et de sécurité ont prévu un important dispositif pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Ce sont plus de 15 000 éléments de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale et de l'armée qui sont mobilisés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Contrôleur général de la police, Cheikh Nemakasouba, directeur général adjoint de la police nationale. L'effectif non seulement a gonflé, non seulement à Bamako et dans les régions. Et puisque dans les régions, il y a eu la création des CMS, les groupements mobiles de sécurité, qui étaient uniquement dédiés
à la ville de Bamako. Vous allez entendre patrouilles sectorielles. Ça, c'est les unités qui, dans leur territoire de compétences, ils évoluent. Ça, c'est la patrouille sectorielle. Et il y a les patrouilles de grande envergure, les patrouilles mixtes. Mixtes avec toutes les forces. Gendarmerie, police, garde et protection civile. Général de brigade Sambou Minkoro Diakité, directeur général de la gendarmerie nationale. Nous avons eu à élaborer 2 plans. Le plan de sécurisation des axes et le plan de sécurisation globale de la ville, en l'occurrence du district de Bamako, qui se greffe au plan existant qu'on appelait Faba Lakana. Nous ne rentrerons pas dans tous les détails d'exécution, mais nous avons des éléments dynamiques, nous avons des éléments statiques, nous avons la couverture à renseignement et nous avons les QRF qui sont les Quick Reaction Force, donc les forces d'intervention rapides pour faire face aux cas d'urgence. D'un coin à un autre, c'est le terrain qui commande l'action. Nous avons des réalités de Bamako qui divergent de celles des régions. Et en fonction de la situation des terrains, les cadres d'ordre sont modifiés. Le maillage territorial est donc renforcé avec des moyens conséquents. Toutefois, quelles que soient les ressources humaines et matérielles mises en place, sans changement de comportement, l'atteinte des objectifs devient difficile. En tout cas, au niveau de la protection civile, tout est mis en œuvre pour rapprocher le plus possible les services de secours des populations. Général de brigade Boukari Kodjo, directeur général de la protection civile. Ces dispositions sont relatives, n'est-ce pas, à des sites de stationnement. Effectivement, à l'intérieur de Bamako, nous avons déjà une dizaine de sites de stationnement. Ces sites sont opérationnels. En dépit de ça, nous avons également des piquets d'intervention qui sont mis en place dans les différents centres de secours. Nous avons aussi pris des dispositions au niveau de nos unités fluviales pour des besoins d'intervention. Au niveau de la police, de la gendarmerie ou encore à la protection civile, l'efficacité du dispositif mis en place est étroitement liée à la collaboration de la population. Contrôleur général de police, Chekne Magasuba, directeur général adjoint de la police nationale. Et tout ce qu'on demande, c'est de nous aider en nous fournissant des renseignements, puisque nous traversons une période que tout le monde connaît. Général de brigade Boukari Kodjo, directeur général de la protection civile. Nous conseillons aux usagers d'être très prudents, d'être aussi très alertes, de respecter le code de la route, effectivement, et naturellement de porter surtout les casques. Général de brigade Sambou Minkoro Diakité, directeur général de la gendarmerie nationale. La police de proximité participe aujourd'hui de nos actions. Nous avons dans toutes les circonscriptions des comités de vigilance, de veille et d'alerte qui participent à la couverture du renseignement. Une franche collaboration de la population avec les forces de défense et de sécurité permet de passer les fêtes de fin d'année en toute quiétude. Oui, les fêtes de fin d'année, en général, en particulier le réveil, bien sûr, est l'occasion pour beaucoup de gens de se rassembler dans la communion. Généralement, de nombreux groupes d'amis ou groupes de jeunes cotisent à cet effet. Et pourquoi cotiser pour fêter le réveillon? Pour répondre à cette question, Hawa Traoré est allé à la rencontre des citoyens. Depuis plusieurs décennies, de nombreux Bamakois optent pour la cotisation à l'occasion du réveillon communément appelé fête du 31 décembre. Le plus souvent, ce sont des camarades d'âge, des collègues ou des membres d'une même famille qui se regroupent pour ce faire. Seydou Diarra est étudiant. Depuis près de 7 ans, ses amis et lui se cotisent. Chacun met la main un peu dans la poche. Nous sommes au nombre de 8. Il y a des années où on cotise 20 000 francs. Il y a des fois où on cotise 15 000 francs comme l'année passée. La somme fixée pour la cotisation varie. Mais le plafond, c'est 15. Et cette année, on a prévu 15 aussi. Si la la paix et la cohésion entre amis. Après les cotisations, place aux préparatifs. Ici, au Mali, le réveillon est réputé comme étant la fête des poulets.
Fatin Ndiaye, mère de famille. Pour la fête, nous préparons de la salade, des frites, de la banane plantain. Bref, beaucoup de plats accompagnés de poulet. En général, les poulets sont cuisinés pour des occasions spéciales. Seydou Diara, étudiant. Le poulet, bon, quand on prend un peu, c'est moins cher. Pour la fête, quand même, bon, c'est un os, mais de toute façon, c'est quand même c'est l'animal le plus facile à acheter. Quand on connaît un peu les moyens des uns et des autres ici. Voilà, il y a des gens qui achètent des pintades. Il y a aussi une question de tradition dans ce sens parce qu'on est au Mali, il faut se le dire. C'est une nourriture d'exception, un plat spécial. Donc comme la fin d'année est aussi un moment spécial, donc ça doit être accompagné par ça. La cotisation a donc un rôle fédérateur au sein du groupe. L'Institut géographique du Mali, IGN, a tenu ce vendredi la 27e session de son conseil d'administration. Eh bien, l'IGM, donc, qui est un établissement public à caractère administratif et doté d'une autonomie financière, traverse actuellement des moments difficiles. La présentation, selon la présente session essentiellement budgétaire, est donc l'occasion pour les administrateurs de délibérer sur des questions importantes de la vie de l'Institut. Reportage Mamadou Fané. Cette 27e session du conseil d'administration de l'Institut géographique du Mali, IGM, se tient dans un contexte difficile pour la structure, des difficultés qui ont impacté le bon fonctionnement de l'Institut. Il revient donc à ses administrateurs d'apporter leur expertise pour permettre à l'Institut de jouer pleinement son rôle. Mahamadou Sekou Keita, directeur général de l'Institut géographique du Mali. Il faut une synergie d'action de l'ensemble des acteurs, producteurs et utilisateurs d'informations géographiques. Ça, c'est déterminant. Sans cette synergie-là, on passe à côté. Un référentiel géodésique unique au Mali, ça, c'est déterminant. Si les gens n'utilisent pas le même référentiel, très certainement, les données ne seront pas cohérentes. Il y a un cadre de concertation qui permet à ces acteurs-là de se retrouver et de parler de cette question-là. Et très bientôt, de façon progressive, nous, avec l'accompagnement, bien entendu, des autorités, nous allons arriver là. Le budget pour l'année 2023 est estimé à 1,193 milliard, qui est donc une augmentation de 11% du budget de l'année dernière, qui était estimé à 1,074 milliard. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. L'IGM est à la croisée des chemins. Il peine à exécuter ses obligations légales et contractuelles. Il éprouve de sérieuses difficultés à recouvrer les produits de la redevance et à supporter notamment ses charges sociales. Plus spécifiquement, la situation du personnel émergent sur fonds propres qui endure des retards chroniques de paiement de sa rémunération interpelle vigoureusement les organes d'administration et de gestion de l'IGM. Cette session essentiellement budgétaire de l'IGM est donc l'occasion pour les administrateurs de trouver des solutions pérennes pour assurer le financement de l'Institut et lui permettre de faire face à ses missions. Un mot de l'actualité à l'intérieur du pays. En première région, le conseil régional de Caille a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre des travaux de construction de hangars et de réhabilitation de bâtiments et annexes de l'hôpital régional de Caille Gratitude. Et bien, par la même occasion, le conseil régional a aussi procédé à l'inauguration de l'unité de fabrication de craie de Parara dans la commune de Liberté de Maya. Les travaux qui se déroulent donc en deux lots sont financés à 200 millions de francs CFA. Des cérémonies présidées par le colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. On fait le point avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Double acte ce jeudi 29 novembre pour les autorités régionales de Caille. Le premier, la pose de la première pierre des travaux de construction de hangars et de réhabilitation de bâtiments et annexes de l'hôpital régional de Caille. Le conseil régional qui assure la présidence du conseil d'administration de l'hôpital répond à un appel de la structure au pouvoir public de Caille. Mamadou Kamouri Keita, directeur général adjoint de l'hôpital régional de Caille. Les travaux à réaliser font partie des points de revendication des partenaires sociaux. Au nom du directeur général du personnel, les dispositions seront prises pour faciliter les travaux et qu'ils feront l'objet d'entretiens nécessaires pour le bonheur des usagers. Bandjougou Jawara, président du conseil régional de Caille. Il s'agira plus particulièrement de contribuer à relever substantiellement les conditions d'exercice du métier de médecin
en rénovant certains services, en mettant les toilettes du personnel et du public dans un bon état, en améliorant la sécurité de l'édifice. Après l'hôpital régional, direction Papara dans la commune de Liberté d'Embaya pour l'inauguration de la nouvelle unité de fabrication de craie de la localité. Souleymane Diallo, maire de la commune rurale de Liberté d'Embaya. La craie, la craie constitue à la fois les mains et la mémoire d'un enseignant. Je remercie les initiateurs de cette unité et invite les acteurs de l'école à consommer les craies qui y seront produites. Il y va de la survie de cette unité. Bandjougou Diawara, président du conseil régional de Caille. L'unité de fabrique de craie, non seulement elle vient renforcer le tissu économique, car devant contribuer à la création d'emplois, de richesses, mais aussi elle va offrir à nos écoles fondamentales et secondaires de la craie de bonne qualité et à portée de main. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Tout ce que nous faisons, c'est la population qui est au cœur de notre action, parce que c'est notre centre de gravité, comme on le dit dans le jargon militaire. Je demande aussi à la population d'être patiente, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, pour leur dire que nous sommes là pour la population. Rappelons que les différents travaux s'effectueront en 2 lots selon le conseil régional de Caille. Ils leur coûteront 200 millions de francs CFA. Caille, Balkissa Sadi Boucheri Faïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. Radio Mali à Caille et environ 92.2 MHz en FM. Actualité hors de nos frontières, le pape Benoît XVI s'est éteint ce samedi à l'âge de 95 ans. C'est le Vatican qui l'a annoncé. Il avait créé un précédent le 11 février 2013 en annonçant sa démission, ce qui était une première en 600 ans. De nombreuses personnalités ont exprimé leur douleur en apprenant la disparition de Benoît XVI. Eh bien, l'état de Benoît XVI suscitait peu d'espoir ces derniers jours, n'est-ce pas, Cyril Foma? Ah oui, Isaac Tchenou, il y a de cela quelques jours, le pape François indiquait que celui qui l'a précédé était gravement malade avant d'ajouter qu'il priait donc pour Benoît XVI. Benoît XVI qui a rendu l'âme ce matin, vous l'avez dit, au monastère Mater Ecclesiae. Né le 16 avril 1927 à Markil, en Bavière, en Allemagne, évidemment, Joseph Ratzinger, c'est son vrai nom, a été ordonné en 1951. Tout en suivant ses études de théologie. En 1977, il est nommé archevêque de Munich-Freising, puis cardinal. Il est nommé préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi par le pape Jean-Paul II en 1981. À la mort de Jean-Paul II, le 2 avril 2005, le cardinal Ratzinger figure parmi les favoris pour succéder au pape défunt. Le 19 avril 2005, il est effectivement élu lors du conclave. Son pontificat a été marqué par quelques moments assez délicats. Entre autres, on retiendra la colère des musulmans qu'il a suscité en citant un empereur byzantin qui reprochait à l'islam, je cite, d'être violent. Benoît XVI s'en est non seulement excusé, mais a aussi organisé plusieurs visites à travers le monde islamique, cela dans le but de rétablir des relations interreligieuses harmonieuses. On l'a même vu plus tard prier aux côtés du chef religieux d'Istanbul. Il y a eu ensuite des accusations d'antisémitisme et les poursuites judiciaires pour des affaires d'abus sexuels entre 2008 et 2010. On retiendra on n'oubliera non plus pas les scandales financiers impliquant la Banque du Vatican. Le pontificat de Benoît XVI a été court mais difficile pour l'Église catholique. L'Église catholique romaine qui a bénéficié d'une croissance extraordinaire en Afrique au cours du siècle passé, puisque les catholiques y représentent désormais près de 20% de la population. Enfin, de Benoît XVI, on retiendra qu'il a renoncé en février 2013 à tous ses attributs de souverain pontife. Une démission qui était une première depuis 600 ans, Isaac Tien. Merci Céline Foma qui était en direct dans ce journal. Au Sénégal, des centaines de Sénégalais ont manifesté hier vendredi à Dakar pour réclamer des poursuites judiciaires après de nombreuses irrégularités relevées dans un rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. Anti-Covid, j'allais dire. Bien, un important dispositif policier était déployé autour de la place pour encadrer ce rassemblement autorisé par le préfet et soutenu par l'opposition qui n'a eu de cesse ces derniers jours de dénoncer le vol des autorités. Eh bien, la société civile exige la démission de toutes les personnes mises en cause et le remboursement des détournements présumés. Le gouvernement s'est défendu en soulignant que le manquement relaté porte sur moins d'1% du montant total du fonds et a promis
et de suivre les recommandations de la Cour des comptes. En Égypte, des hommes armés ont tué hier 3 policiers et blessé 4 dans une attaque contre un barrage de sécurité dans la ville d'Ismaïlia et sur le canal de Suez en Égypte, ont indiqué donc les sources de sécurité et médicales. Les sources de sécurité ont parlé également d'une attaque terroriste et la première du genre dans une ville d'Égypte depuis près de 3 ans, hormis dans la péninsule du Sinaï, près de la région du canal de Suez où sévissent des groupes djihadistes. D'autres policiers ont riposté en ouvrant le feu, tuant l'un des assaillants. La page sport, Zenestor. La passeport, c'est l'affaire de Famou Djouté. Famou Djouté, bonjour. Bonjour Isaac Tino. Alors, on va parler donc de handball d'abord avec la Super Coupe qui a eu lieu hier dans la salle du 26 mars. Oui, les dames du centre Omnisport de Lafiabougou, COL et l'USFAS messieurs réalisent le doublé Coupe du Mali et Super Coupe Feu Marcel Dako de handball. C'était ce vendredi, vous l'avez dit, au stade du 26 mars à Irimadjo. En finale des femmes, le COL a pris le dessus sur le COM, centre Omnisport de Missabougou, 27-20. Du côté des hommes, le duel de porteurs d'uniforme entre l'USFAS et l'AS Police a tourné une fois de plus à l'avantage des USFASiens, score 32-24. Je rappelle que c'est COM dames et l'AS Police hommes qui ont été champions à l'issue de leurs championnats respectifs. Alors, la Super Coupe Feu Marcel Dako 2022 s'est déroulée en présence du président de la Fédération malienne de handball, le lieutenant-colonel Cheikh Mohamed Chérif Tunkara, du représentant du Comité national olympique et sportif du Mali, Abdoulouhab Zoroumé, et celui du ministère en charge des sports, Mohamed Alassane, non moins directeur du stade du 26 mars, ainsi que la famille de Feu Marcel Dako, ancien président de la Fédération malienne de handball. La Super Coupe marque le démarrage de la nouvelle saison sportive. Alors, restons dans le sport demain pour parler de basketball, pour dire que Jean-Claude Sidibé, maître Jean-Claude Sidibé, est désormais donc le président de la Fédération malienne de basketball. Il a été élu hier à l'issue donc d'une assemblée générale. Oui, il est élu avec 6 voix contre 3 pour son concurrent Moustapha Touré. Le 19e Conseil national électif de la Fédération malienne de basketball s'est tenu ce vendredi 30 décembre 2022 à l'hôtel Massalé à la CI 2000 en présence de la grande famille du basketball national. À l'ouverture de la cérémonie, les séries de discours sont livrées entre autres par le représentant du maire de la commune 4, du Sénosme, du deuxième vice-président de la Fédération malienne de basketball et celui du ministère en charge des sports. Ce dernier, Mohamedou Sidibé, a d'ailleurs ouvert les travaux du Conseil national électif. Après vérification des mandats, les travaux ont démarré entre les délégués des 9 ligues régionales et les membres du bureau fédéral sortant. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour: l'approbation du procès verbal du dernier Conseil national électif, l'examen et l'approbation du rapport moral de la Fédération malienne de basketball présenté par le secrétaire général, l'examen et l'approbation du rapport financier du trésorier général, l'examen et l'approbation des rapports commission fédérale et la démission du bureau fédéral. Alors, à l'issue de débats très tendus, les délégués ont adopté les différents rapports, une situation qui a donné droit au vote entre les deux candidats, Maître Jean-Claude Sidibé et Moustapha Touré. Résultat du vote, je le disais, Maître Jean-Claude Sidibé 6 voix contre 3 pour Moustapha Touré. À ce titre, Maître Jean-Claude Sidibé est élu nouveau président de la Fédération malienne de basketball pour un mandat de 4 ans. Rappelons que Maître Jean-Claude Sidibé sera sa deuxième présidence à la Fédération malienne de basketball. Lors de son tout premier discours, le nouveau patron du basketball malien, Maître Jean-Claude Sidibé, a lancé un appel à ses adversaires pour la réunification de la grande famille du basketball malien. Il a promis de redorer le blason du basketball national. Voilà, une famille de basketball où sévit donc beaucoup de soucis et nous espérons que Maître Jean-Claude Sidibé parviendra donc à mettre la balle à terre. Alors, que nous réserve la qualité sportive, Famou Djouté? Alors, l'USFAS, on va au volleyball. L'USFAS dames et les 1008 logements hommes qui se sont emparés des trophées de la Coupe du Mali 2022 de volleyball. Chez les femmes, l'USFAS a battu l'équipe des 1008 logements par 3-7-1. Ensuite, du côté des hommes, l'équipe des 1008 logements s'est imposée 3-7-2 devant l'USFAS. Mercredi 28 décembre, en championnat, l'USFAS homme a remporté le titre devant la commune 5 du district de Bamako par 3-7-1. Chez les dames, c'est le centre de formation de volleyball de Daoudabougou qui a été sacré champion en battant par 3-7-0 l'équipe des 1008 logements.
La saison 2022 de la Fédération malienne de volleyball est terminée. La Supercoupe qui annonce le début de la nouvelle saison n'est pas programmée pour le moment. Alors, Farouk Dioté, donc on va parler de sport demain. Maintenant, on va parler de Pelé. C'est bien encore un moment triste, mais pour un homme assez célèbre. Hein. Et 3 jours de deuil national donc, ont été décrétés au Brésil suite au décès de Pelé. Oui, pour rendre hommage à Edson Arantes do Nascimento dit Pelé, triple champion du monde avec la Seleção, le gouvernement brésilien a décrété 3 jours de deuil national. Hospitalisé depuis plusieurs semaines à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, le roi Pelé est décédé jeudi des suites d'un cancer du côlon à l'âge de 82 ans. L'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo a d'ailleurs donné la cause de la mort du roi Pelé. Selon l'institution de santé, Pelé est mort d'une défaillance de multiples organes. Dans un communiqué publié jeudi soir, quelques heures après le décès de Pelé, le service de presse de l'hôpital a exprimé ses condoléances aux proches du champion du monde ainsi qu'à tous ceux qui pleurent le départ du roi Pelé. Je rappelle que jusqu'à ce jour, le roi Pelé est le seul joueur à remporter la Coupe du monde de football à 3 reprises, dont 2 fois consécutives, et il a trouvé le chemin des filets à 1282 fois. Voilà, l'homme qui a été donc considéré comme le meilleur joueur du monde de tous les temps, en tout cas du siècle. Voilà, pendant qu'il est 13h passées de 25 minutes, hein, on va donc fermer ce journal. Et pendant qu'il est cette même heure à Nozombo dans le secteur de Kolokani et à Badogo dans le secteur de Yanfoulila, et j'ai donc été présenté par Isaac Tienou avec la communauté technique de Alimata Ouattara. Mise en ligne, Sekou Traoré. Merci à Brahma Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivies du journal interrégional avec Youssouf Traoré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.